J'ai toujours cru que les liens du sang étaient indestructibles, comme les vieux ponts de pierre qui enjambent la Seine. Mais ce soir-là, autour d'une table chargée de rires forcés, j'ai compris que l'amour pouvait se dissoudre plus vite qu'un sucre dans le café. Ma femme, Gilda, et mon frère, Antoine, m'ont appris que la trahison a un goût doux amer, et que la vengeance, elle, est un art patient. Ce qui a suivi n'était pas un crime, mais une leçon gravée dans leurs âmes, une que je raconte aujourd'hui, des années plus tard, avec le calme d'un homme qui a tout reconquis. J'avais rencontré Gilda lors d'une fête de la musique, il y a une dizaine d'années, sous les accords joyeux d'un accordéoniste de rue près du Pont des Arts. Elle dansait pieds nus sur les pavés humides, ses cheveux châtains volant comme les drapeaux tricolores qui flottaient au vent. Moi, Grégory, professeur assistant à la Sorbonne, j'étais venu chercher un peu d'air après une journée passée à décortiquer des textes de Proust. Notre premier baiser avait eu lieu sous les lumières tamisées d'un bistrot du Marais, où nous avions partagé un pichet de vin rouge et des escargots fumants. Elle riait à mes blagues maladroites sur la madeleine trempée, et j'ai su, à cet instant, que c'était elle. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, lors d'un 14 juillet pluvieux, avec des feux d'artifice qui illuminaient le ciel de Paris comme des promesses éternelles. La vie s'écoulait paisiblement entre nos murs haussmanniens du quartier latin. Gilda travaillait comme graphiste freelance, imaginant des affiches pour des expositions au Louvre, tandis que je gravissais les échelons à l'université, enseignant la littérature du XIXe siècle à des étudiants passionnés. Antoine, mon frère cadet, vivait à Lyon depuis ses études à l'université de Lyon, où il avait décroché un poste de consultant en finance. Nous nous voyions peu, mais nos appels téléphoniques étaient chaleureux, remplis d'anecdotes sur le Beaujolais qu'il buvait avec ses collègues ou les baguettes croustillantes que je rapportais du boulanger du coin. Il était le confident de mes doutes professionnels, et Gilda l'adorait pour son humour pince sans rire. C'est lors d'un Noël familial, 3 ans après notre mariage, que les fissures sont apparues. Nous avions loué une maisonnette à la campagne, près de Versailles, pour les fêtes. Maman, avec son tablier taché de farine, pétrissait la bûche de Noël pendant que papa, retraité de la SNCF, racontait ses voyages en TGV. Antoine était arrivé par le train de Lyon, les bras chargés de fromage de la région et d'une bouteille de Côtes-du-Rhône millésimée. Le dîner s'était étiré tard dans la nuit, entre toast au foie gras et chants maladroits autour du sapin. Mais ce soir-là, alors que je sortais fumer une cigarette sur la terrasse glacée, j'ai entendu des murmures étouffés venant de la cuisine. Gilda et Antoine, penchés l'un vers l'autre, leurs mains effleurant un instant de trop. J'ai figé, le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. Était-ce mon imagination? J'ai rentré la tête, souri, et rejoint la tablée, mais le doute s'était planté en moi comme une épine. Les mois suivants, les signes se multiplièrent. Des textos effacés à la hâte sur le téléphone de Gilda, des absences prolongées ou pour un projet urgent et qui coïncidaient avec les voyages d'Antoine à Paris pour des réunions. Un jour, en fouillant par inadvertance dans son sac un geste anodin, croyais-je, pour y glisser un billet de train pour un week-end surprise à Bordeaux, j'ai trouvé un mot froissé, rendez-vous au café de Flore, 18h. Ton art, mon estomac s'est noué. Le Flore, ce lieu mythique de Saint-Germain-des-Prés où Sartre sirotait son absinthe. Était-ce possible? J'ai confronté Gilda ce soir-là, après un dîner frugal de quiche lorraine et salade verte. Elle a nié, les yeux emplis de larmes, jurant sur notre alliance que c'était une blague entre amis. J'ai voulu y croire, pour la paix de nos matins partagés avec des croissants frais et du café serré. Mais le poison du soupçon rampait déjà en moi. Un an passa ainsi, dans une danse maladroite d'amour et de méfiance. Antoine nous rendit visite pour mon anniversaire, arrivant avec un Tour de France en miniature, ces petites voitures jaunes qui évoquaient nos enfances devant la télé. Nous avons dîné aux zincs d'un brasserie près de la Seine, commandant des moules frites et une pichet de bière pression. Gilda riait à ses histoires de collègues lyonnais, et je feignais l'enthousiasme, notant comment leurs regards se croisaient un peu trop longtemps. Cette nuit-là, seul dans notre lit pendant qu'elle travaillait tard, j'ai ouvert son ordinateur. Les emails étaient codés, mais les photos volées en disaient long, un baiser volé dans un hôtel du quartier des Champs-Élysées, leurs corps enlacés sous les draps d'un week-end professionnel à Marseille. La trahison me frappa comme un vent des siroccos. Mon frère, mon sang. Ma femme, mon tout. Je n'ai pas hurlé. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai commencé à planifier, avec la précision d'un cours magistral sur Balzac. Le notaire de la famille, un vieil ami de papa, m'avait confié les détails du testament, la maison familiale à Lyon, les vignes en héritage, tout revenait à nous trois, mais avec une clause de solidarité. Si l'un faiblissait, les autres pouvaient consolider.
J'ai souri intérieurement. Il était temps d'organiser un dîner. Un vrai, familial, pour Pâques, dans notre appartement parisien. J'inviterai maman et papa, pour la façade, et Antoine, bien sûr. Gilda préparerait son gigot d'agneau rôti, sa spécialité, arrosé de sauce au vin blanc. Et moi, je m'occuperai du dessert. Un tiramisu maison, saupoudré d'une touche personnelle. Le doute n'était plus un fardeau, il était devenu mon allié. Les préparatifs pour Pâques occupèrent mes journées comme une obsession discrète. À la Sorbonne, entre deux conférences sur les intrigues de Dumas, je notais mentalement les ingrédients, du mascarpone frais du marché d'Aligre, des biscuits à la cuillère imbibés de café corsé, et ce petit quelque chose en plus, acheté dans une pharmacie anonyme près de la place de la Bastille. Pas un poison létal, non, je n'étais pas un méchant de roman noir. Juste une substance inoffensive, un laxatif puissant dilué dans la crème, assez pour simuler une intoxication alimentaire collective, mais ciblée. Les symptômes, nausées, crampes, une nuit blanche à l'hôpital, et surtout, l'humiliation publique d'un scandale familial. Gilda et Antoine paieraient par la honte, pas par la douleur physique. Et le testament? Il basculerait en ma faveur, une fois leur fiabilité remise en question. Maman appela pour confirmer, « Grégory, mon chéri, on prend le TGV de Lyon à 14 heures. Apporte du pain au chocolat pour le café. » Sa voix chantante, imprégnée d'accent lyonnais, me serra le cœur. Papa, en fond, grognait sur les grèves de la SNCF. Ils ignoraient tout, ces piliers de notre enfance, avec leur Noël passé à décorer des œufs peints et leurs étés à ramasser des mirabelles dans le jardin. Antoine répondit à mon invitation par un message laconique, « Super, frangin. J'arrive par le Thalys de Bruxelles Réunion Express. Hâte de revoir Gilda. » Le sous-entendu me fit grincer des dents. Gilda, de son côté, s'activait en cuisine, fredonnant une chanson de Édith Piaf tout en éminçant des herbes pour la sauce. « Tu sembles distant, chérie, murmura-t-elle un soir, en posant une main sur mon épaule. Je l'embrassai sur le front, masquant mon dégoût. Juste fatigué par les étudiants, répondis-je, pensant à la façon dont elle avait trahi notre lit conjugal. Le jour de Pâques arriva sous un ciel printanier, avec les cloches sonnant à Notre-Dame au loin. Nos parents débarquèrent à la gare de Lyon, valises à la main, et nous les accueillîmes avec des bises sonores et un pique-nique improvisé de fromage et de saucisson. Antoine suivit 2 heures plus tard, débarquant de la gare du Nord avec un bouquet de mimosas pour Gildao pour la maîtresse de maison, dit-il avec un clin d'œil. Elle rougit, et je feignis de ne pas voir. L'appartement embaumait l'agneau rôti, les pommes de terre sarladaises croustillantes et le vin de Bordeaux que j'avais choisi, un Saint-Émilion robuste. Maman disposa les œufs en chocolat sur la table, racontant comment, petite, elle chassait les cloches dans les champs. Papa, verre en main, lança une anecdote sur son premier TGV, et nous rîmes tous, même moi, dans cette comédie bien rodée. Au fil du repas, la tension montait comme la marée. Gilda servit les assiettes avec grâce, versant le jus de cuisson parfumé au thym. Antoine, assis en face d'elle, glissa un pied sous la table, je le vis, ce geste furtif, et mon sang se glaça. À la famille, portai-je toast, levant mon verre haut. Les yeux de Gilda pétillaient, ceux d'Antoine évitaient les miens. Maman parla de son jardin potager, papa de la prochaine étape du Tour de France. Je hochai la tête, attendant le moment. Le dessert arriva enfin, mon tiramisu, présenté avec fierté sur un plat en porcelaine hérité de grand-mère. J'ai ajouté une touche personnelle, annonçai-je, saupoudrant le cacao amer. Gilda en prit une large part, Antoine aussi, riant à une blague de papa. Mes parents, prudents, se contentèrent d'une cuillerée polie. Et moi? J'observais, le cœur battant. Les premières crampes les saisirent vers 22 heures, alors que nous sirotions un digestif au salon, sous les guirlandes de colorés. Gilda pâlit la première, « Oh, mon Dieu, mon ventre !» murmura-t-elle, se pliant en deux. Antoine suivit, suant, agrippant la table, « C'est l'agneau? Où ce maudit dessert ?» Maman, inquiète, appela le SAMU, tandis que papa composait le numéro des urgences. Je restai calme, feignant l'effroi, vite, une ambulance. Les sirènes hurlèrent bientôt dans la rue étroite, et les voisins, curieux, se penchèrent aux fenêtres. Gilda et Antoine furent emmenés en brancard, pâles comme des fantômes, sous les regards compatissants de mes parents. À l'hôpital Cochin, les médecins diagnostiquèrent une intoxication alimentaire, rien de grave, mais surveillez-vous. Ils passèrent la nuit en observation, reliés à des perfusions,
tandis que je rentrais avec maman et papa, les consolant de mots vides. Mais ce n'était que le début. Le lendemain, alors que Gilda et Antoine reprenaient des couleurs dans leur chambre commune ironie du sort, je visitais le notaire. Une clause d'urgence, expliquai-je, document en main. La crise de la veille justifiait une révision, leur instabilité émotionnelle, mise en lumière par le scandale naissant, les écartait de l'héritage. Antoine, furieux au téléphone, hurla « C'est toi qui as fait ça ?» Gilda pleura, suppliant un pardon que je refusai. La presse locale, alertée par un incident familial, titra sur un dîner empoisonné à Paris. La honte s'abattit sur eux comme une averse d'octobre, amis qui rappelaient, collègues qui murmuraient. Et moi ? Je signai les papiers, seul avec les vignes de Lyon et la maison familiale. Les jours suivants s'étirèrent en un brouillard de ragots et de silence lourd. Gilda revint à l'appartement une semaine plus tard, les traits tirés, portant encore l'odeur aseptisée de l'hôpital. Grégory, parlons, implora-t-elle, s'asseyant sur notre canapé usé, une tasse de thé à la camomille tremblant dans ses mains. Je l'écoutais, impassible, tandis qu'elle déballait tout, les rendez-vous volés au café Angelina, les nuits à l'hôtel Lutetia, les promesses chuchotées sous les arcades de la rue de Rivoli. Antoine l'avait séduite lors d'un voyage d'affaires à Lyon, où elle présentait un portfolio pour une galerie d'art. C'était une erreur, un feu de paille, sanglota-t-elle, évoquant les guirlandes de lumière de la fête des Lumières qui avaient illuminé leur premier baiser. Je hochai la tête, feignant la compassion, mais intérieurement, je revoyais nos vœux sous la pluie du 14 juillet, piétinés par leur égoïsme. Antoine, lui, débarqua un soir sans prévenir, le visage marqué par la fatigue du train de nuit. Il s'effondra dans le fauteuil, demandant un verre de Calvados au notre digestif familial, tiré des pommes normandes de l'oncle. Frangin, je suis désolé. C'était stupide, impulsif. Ses excuses sonnaient faux, comme un accordéon désaccordé lors d'une gigue bretonne. Il avoua les détails crus, les textos codés en argot lyonnais, les escapades à la plage de la Corniche à Marseille, où ils avaient bu du pastis en regardant la mer Méditerranée. J'écoutais, notant chaque mot pour le jour où la vérité éclaterait au grand jour. Mes parents, appelant de Lyon, exigeaient des explications. Qu'est-ce qui a raté dans ce dîner, mon fils ? Je minimisais, blâmant un mauvais lot de crème, mais semais le doute sur la fragilité de Gilda et Antoine. Maman, intuitive, murmura, prends soin de toi, Grégory. La famille, c'est sacré. Au travail, la rumeur s'insinua comme une brume matinale sur la Seine. Un collègue de la Sorbonne, lors d'une pause café à la machine, glissa « J'ai lu dans Le Monde un truc sur une intoxication à Paris. C'était chez toi. » Je haussai les épaules, transformant l'incident en anecdote comique. Oui, un pack raté. Mais rien de grave. Gilda, de son côté, perdit un contrat avec une agence de pub près des Champs-Élysées. Les clients, apprenant le scandale, préféraient la discrétion. Antoine fut réprimandé par son boss à Lyon pour conduite imprudente, les murmures sur sa vie privée contaminant son dossier. Il se voyait en cachette désormais, dans des bistrots anonymes du 13e arrondissement, mais je le savais, un détective privé, engagé discrètement, m'envoyait des rapports succincts. Un soir de mai, alors que les lilas embaumaient les Tuileries, je les confrontais ensemble. Je les avais invités pour clore le chapitre, autour d'un apéritif simple, olives, tapenade et un rosé de Provence. Gilda arriva la première, nerveuse, portant une robe fleurie rappelant nos premiers rendez-vous. Antoine suivit, mal à l'aise dans son costume froissé de train. Assis autour de la table basse, je sortis les photos, les emails imprimés. « Asseyez-vous, dis-je calmement, comme en cours. » Leurs visages blêmirent. Gilda étouffa un cri, Antoine jura doucement. « Pourquoi » demandai-je, la voix posée. Ils balbutièrent des regrets, des « c'était plus fort que nous », évoquant la solitude de nos emplois du temps, mes soirées à corriger des copies, ces voyages incessants. Je les laissai parler, puis lâché, le dîner n'était pas un accident. C'était moi. Un silence de mort s'abattit. Gilda hurla, « Tu nous as empoisonnés ?» Antoine bondit, « Salaud. Je ne n'y ai pas pour tuer. Pour réveiller. Et pour protéger ce qui est à moi. » Je détaillai le plan, le laxatif dilué, dosé pour eux seuls, imitant une intoxication due à leur stress partagé. Les journaux avaient titré « Drame familial, un repas maudit », et les voisins chuchotaient encore. Mais le vrai coup ? Le notaire avait révisé le testament sous prétexte de leur instabilité prouvée. Les vignes, la maison où tout m'appartenait désormais.
Antoine pâlit, papa et maman ne le permettront pas. Gilda pleura, divorce-moi, mais pas ça. Je secouai la tête. C'est fait. Et maintenant, partez. Ils s'en allèrent dans la nuit, main dans la main par défi, mais je vis la fissure, la peur dans leurs yeux, la honte qui les rongerait. Les semaines suivantes, la ville sembla conspirer contre eux. Un article dans Paris Match, anonyme bien sûr, évoqua une liaison fraternelle au cœur d'un empoisonnement simulé. Les amis communs, lors de dîner au pied de la tour Eiffel, les évitèrent. Gilda démissionna, incapable de croiser les regards. Antoine fut muté à un poste subalterne à Lyon, loin des lumières. Moi, je repris mes cours, plus serein, arrosant les plantes du balcon avec l'eau de pluie d'avril. Mais la vengeance n'apaisa pas tout, elle creusa un vide, comme un vin trop tannique qui laisse un arrière-goût amer. L'été arriva avec sa chaleur étouffante, transformant Paris en fournaise où les fontaines de la Concorde jaillissaient comme des oasis. Gilda et moi vivions en cohabitation forcée, un balai gêné de silence et de repas solitaires où elle, picorant une salade niçoise devant son ordinateur, moi, dévorant un sandwich au jambon dans mon bureau encombré de livres. Elle tentait des approches. Un matin, elle posa un croissant encore chaud sur la table, murmurant, pour nous réconcilier. Je le repoussai doucement, trop tard pour les miettes. Antoine appelait sporadiquement, sa voix rauque de Calva, implorant une médiation familiale. Viens à Lyon, frangin. On règle ça comme des hommes, autour d'un andouillette grillé. Je refusais, préférant les promenades solitaires le long des quais, où les bouquinistes vendaient des éditions jaunies de Victor Hugo. Mes parents, sentant le malaise, organisèrent une réconciliation forcée lors d'un week-end à Bordeaux, chez des cousins viticulteurs. Nous prîmes le TGV tous ensemble, Gilda et moi dans un compartiment séparé, Antoine voyageant seul pour éviter les tensions. Le paysage défilait, vignes ondulantes sous le soleil, et maman, avec ses paniers de pruneaux, tenta de briser la glace. Rappelez-vous les vendanges d'enfance, quand on pataugeait dans le mou jusqu'aux genoux. Papa hocha la tête, sirotant un café filtre. À l'arrivée, la maison des cousins embaumait le confit de canard et le vin de Bergerac. Antoine nous rejoignit pour le dîner, les traits creusés, portant un cadeau anodin, une bouteille de Pinot des Charentes. Gilda évitait son regard, et je notais la distance nouvelle entre eux. La peur du scandale avait semé le doute. Le repas s'étira en conversation guindée, entre toast au foie gras et discussion sur le millésime. Soudain, Antoine craqua, Grégory, ton coup bas avec le testament. C'est injuste. Gilda renchérit, les yeux rougis, on a payé pour une erreur. Mes parents, sidérés, exigèrent la vérité. Je la livrai par bribes, la liaison découverte, le dîner piégé, la révision légale. Maman porta la main à sa poitrine, mon Dieu, mes garçons. Papa, furieux, frappa la table, la famille n'est pas un champ de bataille. Mais au fond, ils comprirent la trahison avait brisé le cercle sacré. Antoine s'effondra en larmes, confessant comment il avait courtisé Gilda lors d'un salon du livre à Lyon, sous les chapiteaux du parc de la Tête d'Or. C'était l'excitation, pas l'amour. Gilda admit sa faiblesse, invoquant la routine de nos jours parisiens, les absences de mes conférences. La nuit tomba lourde, ponctuée de grillons et de verres qui tintaient nerveusement. Le lendemain, lors d'une dégustation dans les chais, je signai un accord officieux, il garderait une part modeste des vignes, mais la maison principale m'échoirait. En échange, silence radio sur le poison. Antoine serra ma main, un pacte fragile, on recommence à zéro. Gilda m'embrassa la joue, un geste tiède. Sur le retour en TGV, l'atmosphère se détendit légèrement. Maman raconta des histoires de Pâques passées, papa somnola avec le journal. Mais je sentais la faille, leur union vacillait, rongée par la culpabilité. De retour à Paris, la réalité frappa. Gilda annonça sa grossesse de toi, Grégory, je le jure, un twist qui me désarma. Était-ce vrai? Les dates collaient à nos rares nuits intimes post-scandale. Antoine, apprenant la nouvelle par un appel maladroit, raccrocha sans un mot, fuyant vers Lyon comme un lièvre. Elle et moi plongions dans une trêve précaire, rendez-vous chez le gynécologue près de l'hôpital Saint-Louis, échographie montrant un cœur battant comme un métronome. On peut y arriver, murmura-t-elle un soir, en partageant une tartiflette réchauffée. Je hochai la tête, mais le doute persistait, un verre dans le fruit. Pourtant, les ombres s'allongeaient. Un collègue d'Antoine, lors d'une convention à Lille, lâcha des rumeurs, ton frère a une maîtresse maintenant. Gilda, enceinte et vulnérable, lut les messages anonymes sur les réseaux, l'empoisonneuse de Paris. La presse avait exhumé l'affaire,
titrant l'héritage empoisonné, une famille déchirée. Elle s'effondra un après-midi, en pleine séance photo pour un magazine, pleurant dans les bras d'une amie. Moi, à la Sorbonne, je reçus une lettre de félicitations pour ma promotion aux ironies du sort, financée par l'héritage sécurisé. La vengeance avait triomphé, mais à quel prix? Le bébé grandissait, et avec lui, une nouvelle histoire. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre, les feuilles du Luxembourg craquant sous les pas des amoureux. La grossesse de Gilda avançait, transformant son corps en un vaisseau de mystère, des envies soudaines de fromage de chèvre frais et de promenade le long du canal Saint-Martin. Nous avions décidé de tenter une reconstruction, pour l'enfant, des dîners calmes à la maison, avec des ratatouilles mijotées et des vins sans alcool de la région de Languedoc. Elle s'ouvrait parfois, la nuit, chuchotant des regrets sur nos oreillers, j'ai perdu l'homme que j'aimais pour un mirage. Je l'écoutais, la main sur son ventre rond, sentant les coups de pied minuscules comme des signaux d'un avenir incertain. Était-ce mien? Les tests ADN, que j'avais discrètement commandés via un labo près de la place Vendôme, arrivaient bientôt. Antoine, de son côté, sombrait dans un silence radio. Ses appels se raréfiaient, remplacés par des cartes postales laconiques de Lyon, les saucisses de Guillotière sont toujours aussi bonnes. Pardonne-moi. Mais les rumeurs affluaient, il avait quitté son poste, fuyant les regards en coin de ses collègues lors des pauses déjeuner au Vieux-Lyon. Un jour, il débarqua sans prévenir, lors d'une averse d'octobre, trempé comme un chien mouillé devant notre porte. Je pars à Marseille, frangin. Nouveau départ. Nous partageâmes un café serré, et il avoua, la liaison avec Gilda l'avait consumé, un feu nourri par la jalousie envers ma stabilité. Tu avais tout, la femme, le job, la vie parisienne. Gilda, alitée pour une sieste, n'apparut pas. Il partit avec une accolade maladroite, promettant d'écrire. La naissance approchait, et avec elle, une tempête intérieure. Lors d'un Noël anticipé ou pour éviter les foules, mes parents vinrent de Lyon, apportant des guirlandes et un berceau sculpté. Maman tricotait des chaussons minuscules, papa assemblait des mobiles en forme de tour Eiffel. Gilda, rayonnante malgré tout, prépara un repas festif, dinde farcie au marron et bûches glacées. Antoine envoya un colis, un mobile musical avec des berceuses françaises. La soirée fut tendre, presque comme avant, jusqu'à ce que le test ADN arrive par courrier discret. Je l'ouvris seul, dans la salle de bain, le cœur serré. Négatif. Le bébé était d'Antoine. La trahison, une dernière pique. Je n'explosais pas. Au lieu de cela, j'attendis le jour J, à la maternité Port-Royal, où les cris des nouveau-nés résonnaient comme un chœur. Louise naquit un matin de décembre, rose et hurlante, sous les flocons qui dansaient dehors. Gilda, épuisée, la serra contre elle, regarde là, Grégory. Notre miracle. Je souris, embrassant son front, mais intérieurement, le plan se dessinait. Antoine fut averti par un appel, viens voir ta fille. Il rappliqua par le TGV, les yeux brillants de larmes lors de sa première étreinte. Les photos de famille, prises par maman, capturaient l'instant, nous trois, unis dans le mensonge. Mais la vérité suintait. Lors d'un baptême discret en l'église Saint-Sulpice, entouré d'amis triés sur le volet, je glissai le test dans la poche d'Antoine. Son visage se décomposa pendant la cérémonie, sous les vitraux colorés. Gilda, portant Louise emmaillotée, pâlit en le voyant. Après la messe, autour d'un brunch de croissants et de jus d'orange frais, je murmurai à mes parents la révélation. Maman étouffa un sanglot, papa serra les poings, c'est fini pour eux. Le scandale éclata doucement, appel aux avocats, partage de documents. Antoine perdit ses droits parentaux par conduite irresponsable, Gilda son soutien moral. Ils fuirent, elle vers un appartement modeste dans le 20e, lui vers l'anonymat marseillais. Moi, je devins le père adoptif de Louise, légalement, grâce à l'héritage consolidé. Les vignes de Lyon rapportaient, la Sorbonne me promut titulaire. Mais les nuits, bercé par les pleurs de l'enfant, je repensais au dîner de Pâques, ce tiramisu doux amer qui avait tout initié. La vengeance avait libéré, mais laissé des cicatrices invisibles. Les années s'écoulèrent comme les saisons sur les berges de la Loire, calmes et inexorables. Louise grandit, une petite tornade aux boucles châtaines et aux yeux curieux, apprenant à marcher sur les tapis usés de notre appartement du quartier latin. Gilda appelait parfois, sa voix chevrotante demandant des nouvelles, elle marche. Elle parle de moi. Je répondais poliment, envoyant des photos anonymes Louise avec un ballon de foot lors d'un match de l'OM retransmis à la télé, ou décorant des crêpes pour la Chandeleur.
Mais les visites étaient rares, elle s'était installée à Montpellier, travaillant comme illustratrice pour des livres jeunesse, loin des lumières de Paris. Pour guérir, expliquait-elle dans ses lettres manuscrites, imprégnées d'encre violette. Antoine, lui, sombra plus profond. Des nouvelles sporadiques filtraient, un job précaire comme guide touristique à la Calanque de Marseille, des soirées solitaires au bar du Vieux-Port, sirotant un pastis amer. Il m'écrivit une fois, après un Noël solitaire, frangin, le poids de Louise me hante. J'ai tout gâché pour un instant de folie. Je ne répondis pas, préférant emmener ma fille au jardin des plantes, où elle nourrissait les canards avec des miettes de baguette. Mes parents, vieillis mais solides, venaient souvent de Lyon, apportant des pots de confiture de Mirabelle et des histoires de leur jeunesse. Maman berçait Louise en chantant au clair de la lune, papa l'emmenait voir les trains à la gare de Lyon-Perrache. Ils avaient pardonné à Gilda et Antoine en surface, mais le testament restait scellé, tout pour moi et l'enfant. À la Sorbonne, ma vie professionnelle fleurissait. J'enseignais désormais des séminaires sur la trahison dans la littérature française, l'ironie involontaire, captivant des auditoires avec des analyses de Madame Bovary ou Le Rouge et le Noir. Un collègue, lors d'un apéro au pub anglais de la rue des Écoles, me tapa l'épaule, t'as l'air d'un homme qui a vaincu ses démons, Grégory. Je ris, levant mon demi de Cronenbourg. Mais les démons, eux, murmuraient encore. Un soir de printemps, lors de la fête de la musique anniversaire de ma rencontre avec Gilda, Louise, âgée de 4 ans, demanda, « Papa, où est maman ?» Je m'agenouillai, expliquant simplement, « Elle est loin, mais elle t'aime. » Plus tard, seul avec un verre de Bordeaux, je repensais au baiser sous le pont des Arts. Avais-je gagné, ou perdu une part de moi? Le point de rupture vint lors d'un été à la campagne, près de Versailles, dans la maisonnette familiale. Nous y passions les vacances, Louise courant dans les champs de lavande, cueillant des bouquets pour la sorcière Gilda, comme elle l'appelait dans ses jeux. Gilda surgit un après-midi, annoncée par un appel hésitant, « Je veux la voir. » Juste 1 heure. Antoine l'accompagnait, silhouette amaigrie sortant d'une vieille Peugeot cabossée. Ils arrivèrent, mal à l'aise, portant un panier de figues fraîches de Provence. Louise se blottit contre moi d'abord, méfiante, puis s'approcha, curieuse. Gilda pleura en la serrant, murmurant des promesses de contes et de gâteaux. Antoine, en retrait, offrit un cerf-volant aux couleurs du drapeau français, pour voler haut, comme toi. La conversation s'engagea sous le pommier, autour d'un thé glacé maison. Ils supplièrent un pardon final, on a payé, Grégory. Laisse-nous une place dans sa vie. Je les observais, voyant les rides creusées par les ans, les regrets gravés comme des vignes taillées. Louise rit à leurs blagues, et un instant, le passé sembla effaçable. Mais je tins bon, pour elle, oui. Mais pas pour nous. Nous convînmes de visites supervisées, à Lyon ou Marseille, loin de Paris. Ils partirent au crépuscule, le cerf-volant flottant derrière la voiture comme un au revoir fragile. Ce soir-là, berrant Louise endormie, je compris la profondeur de ma revanche. Ce n'était plus du poison physique, mais un exil émotionnel, ils vivaient dans l'ombre de leurs fautes, tandis que j'élevais notre lumière commune. La Sorbonne m'offrit un sabbatique pour un livre sur les familles recomposées, et je souris en tapant les premières lignes. La vie reprenait, plus forte, imprégnée de l'odeur de la pluie sur les toits parisiens. Les saisons tournèrent encore, emportant les feuilles mortes et les regrets fanés, jusqu'à ce que Louise atteigne l'âge où les questions fussent comme des flèches. À 7 ans, lors d'un 14 juillet sur les bords de Seine, feu d'artifice crépitant au-dessus de la tour Eiffel, elle tira sur ma manche, « Papa, pourquoi maman et tonton Antoine ne vivent pas avec nous ?» Les lumières dansaient sur son visage innocent, et je choisis la vérité édulcorée, parfois, les adultes font des choix compliqués, mais l'amour reste. Elle hocha la tête, satisfaite, et nous partageâmes une gaufre chaude, saupoudrée de sucre glace comme nos souvenirs. Gilda et Antoine s'étaient installés dans une routine parallèle, visitant Louise lors des vacances scolaires, un Noël à Lyon avec des illuminations féeriques et des fondus au fromage, un été à Marseille avec des glaces à la pistache au Vieux-Port. Ils avaient rompu, usés par la distance et la culpabilité où elle m'en informa lors d'un appel, sa voix neutre, s'était vouée à l'échec. Antoine, devenu guide freelance, menait une vie nomade, escaladant les calanques avec des touristes anglais, trouvant la paix dans le sel marin. Il n'exigeait plus rien de l'héritage, les vignes rapportaient pour Louise, finançant ses cours de piano à la Schola Cantorum et ses rêves d'avenir. Un jour d'automne, lors d'une réunion de famille à la maison de Lyon la nôtre désormais, avec ses caves emplies de bouteilles poussiéreuses, le passé ressurgit. Mes parents, affaiblis par l'âge, avaient convoqué tout le monde, maman en fauteuil,
papa avec sa canne sculptée. Il est temps de guérir, déclara maman, tendant une lettre jaunie, testament révisé pour inclure des legs égaux. Gilda et Antoine arrivèrent, vieillis mais dignes, portant des cadeaux simples, un album photo pour Louise, rempli de clichés volés au temps. Autour de la table, chargée de quenelle sauce nantois et de vin du Beaujolais, nous parlâmes enfin sans masque. Antoine avoua, ton dîner m'a sauvé, frangin. Il m'a forcé à grandir. Gilda ajouta, les yeux humides, j'ai appris l'humilité, loin de Paris. Louise, grandie, observa en silence, puis serra nos mains à tous, vous êtes ma famille bizarre. Nous rîmes, un rire libérateur, comme le premier rayon après l'orage. Plus tard, seul dans le jardin, sous les étoiles lyonnaises, je repensais au tiramisu fatal. Ce n'était pas une fin, mais un pivot, l'humiliation les avait brisés pour les reconstruire, et moi, affranchi du venin. La revanche, douce comme un vin vieilli, avait cédé la place à une paix méritée. Aujourd'hui, en 2025, Louise entre au lycée, rêvant d'étudier l'art à la Sorbonne comme son père. Gilda expose ses dessins à Montpellier, Antoine guide des randonnées éco-responsables. Nous nous croisons lors des fêtes, un Noël ici, un Pâques là, toast levé sans amertume. La vie, comme un bon Bordeaux, s'est adoucie avec le temps. Et moi? Je raconte cette histoire non par rancune, mais par gratitude, pour les leçons apprises autour d'une table, où le vrai poison était la trahison, et l'antidote, le courage de pardonner.